On est de retour, on parlait de la Guinée-Conakry et Dimas. Le cas de ce pays inquiète véritablement parce qu'il a la chance d'avoir un professeur à sa tête, mais finalement, on voit, comme vous l'avez dit, on voit de n'importe quoi. Autrement dit, ce n'est pas ce qui n'est pas le leadership, ce n'est pas accumuler des diplômes ou ne pas fréquenter, ne pas avoir beaucoup fréquenté. C'est ce qui compte. Un leader, c'est un leader. Il est né leader. On ne s'improvise pas leader. Il est né leader et malheureusement, c'est ce que nous voyons en Afrique. L'Afrique même en soi manque de leadership éclairé ou vraiment des visionnaires peuvent prendre les rênes, la direction de nos pays et imprimer en tout cas une marque de développement, une marque de gouvernance. Oui, de gouvernance civilisée. Je le dis ainsi parce que je ne le dis pas par comparaison à l'Occident, mais par l'épanouissement même humain. Hein? Quand l'homme même sait qu'il est arrivé à une époque où on ne peut plus retourner à la lampe tempête, je pense qu'il est temps de faire les choses autrement. Pasteur, peut-être que ce n'est pas précisément de cela on veut parler, mais quand on voit l'opposition guinéenne aussi, on a l'impression que les problèmes, quelque part, les problèmes viennent aussi de l'opposition. On a vu cette mobilisation de toute l'opposition qui était conduite par Cellou Dalein Diallo. Mais finalement, Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo, c'était finalement la division parce que Cellou Dalein Diallo, lui, voulait aller aux élections présidentielles. L'autre, Sidya Touré, dit non. Ils ne se sont pas compris. Et dans ces cas, comment on peut s'unir contre quelqu'un qui est enraciné? Non, il est vrai quand même qu'on peut, d'entrée, on peut parler de cette désunion qui arrive souvent dans les blocs, dans les regroupements de l'opposition. Mais en Guinée, vous savez, que Sidya Touré aille aux élections ou pas, Cellou Dalein Diallo pouvait facilement battre, si les élections sont bien organisées, pouvait battre facilement Alpha Condé. Vous avez vu les résultats? Vous avez vu même comment on l'appelle, des fils de résultats quand vous voyez, mais c'est des trucs qu'on a vraiment fabriqués. Des résultats fabriqués. Et alors qu'à l'état-major de l'opposition, on avait quand même toutes les preuves, on avait tous les procès-verbaux. Vous avez vu comment ils ont proclamé les résultats et comment il est déclaré vainqueur. Donc c'est dire quand même que c'est devenu la mode dans les pays francophones, et que l'organisation des élections, vous prenez par exemple le Tchad, Idriss Déby, 6e mandat. Le maréchal. Vous prenez le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, avec l'empereur. Vous avez vu les résultats, vous avez vu ce qui s'est passé, presque un résultat. Il y a une province là, ça m'a intéressé. Un résultat. Il y a une province, ça m'a intéressé. 11 000, quelque chose comme ça, pour Sassou Nguesso. Soit 100%. Les autres, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est la proclamation. On avait vu au Gabon, au Togo. Au Togo, et avec le Jean-Ping. Donc c'est dit quand même que... Est-ce qu'on a besoin encore de faire ces élections en Afrique avec des milliards? Ou bien quand même, nous devenons des royaumes où on a des rois. Et on n'a plus besoin d'organiser des élections à des coûts de milliards. On le fait parce que ça fait mal. C'est qui nous l'impose. Chaque 5 ans, on organise des élections. Mais des élections... Puisqu'on a choisi la démocratie, on n'a pas le choix. La monarchie, il faut c'est la démocratie, c'est pas la monarchie. Vous voyez ce que Idriss Déby dépense là-bas comme l'argent au Tchad. Mais regardez les pays, les préfectures de Tchad. Allez-y voir. J'ai la chance d'aller en N'Djamena. En N'Djamena, j'ai vu N'Djamena. Un gros village. Regardez. Mais c'est là où il se fait maréchal. Un pays exploitateur. Idriss Déby se fait maréchal. Après 30 ans. Après 30 ans. Mais ce pays qui est riche en ressources minières. Donc regardez. Mais c'est quoi? Et regardez ce qu'il dépense aujourd'hui pour la campagne. Contre qui? Quelle opposition? Les résultats sont connus d'avance. Personne ne peut aller battre Idriss Déby dans les urnes. Bon, donc, en Guinée, Alpha Condé s'est donné un 3e mandat. Mais il a tué, il a massacré beaucoup de Guinéens. L'opposition n'a pas de... Si l'opposition avait les armes, ils allaient l'utiliser. Ils n'en ont pas du tout.
Ils n'en ont pas du tout. n'en ont pas. Donc, c'est des trucs qui Et ils sont où avec les armes? C'est des arguments. C'est des Est-ce qu'il y a arguments. une rébellion Des arguments en qui Guinée? ne Non, tiennent pas, pas c'est du des tout. bonnes vérités. Ouais. Donc, c'est dire que Ah. la Guinée a le malheur d'avoir Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un malheur. C'est un malheur pour les Guinéens. Alors qu'on le venait en tant qu'on le regardait en tant que En tant sauveur. que Messi. Et souvent, c'est ça qui relance la problématique de l'arrivée de l'opposition au pouvoir. Les gens se disent, bon, quand l'opposition va venir, il y aura ceci. Mais c'est mieux quand même qu'on essaye l'opposition au pouvoir transition, que de garder toujours les éternels, ceux qui sont des L'alternance présidents politique. fondateurs. Donc, finalement, ce rapport, l'effet de ce rapport sur le L'effet, régime c'est sûr, de oui. Conakry. Diplomatiquement, ça oui. peut l'affaiblir un tout petit peu parce que dans les déplacements, les confrères... Les Américains imposent beaucoup de trucs. Ne rateront pas l'occasion de lui marteler cela. Et aussi, vous savez, il y a un certain nombre d'aides qui sont portées par les États-Unis et d'autres... Surtout avec le Millennium Challenge. et d'autres organisations internationales. Ces aides vont prendre un sacré coup. Mais le connaissant, ils sont Oh, fous, non, perdus, mais hein. non. Parce que façon. pour lui, ce n'est pas la Guinée qui compte, c'est sa personne qui compte. Ouais. Donc, Si c'était la Guinée qui c'est compte, ça. ça allait quand même J'aimerais Ouais, bien simplement sûr. profiter de l'occasion pour rendre un hommage appuyé, un coucou spécial à notre confrère Diallo, Oui. qui est le directeur de publication du journal Le Lynx depuis Conakry. Oui. Je Il lui vous rends suit? un hommage. Sûrement qu'il va nous suivre. En tout cas, si quelqu'un le suit, qui lui apporte mes hommages appuyés. Voilà. Allez, on passe au Togo avec l'interdiction des travaux champêtres et les autres corvées en milieu scolaire. C'est quelque chose, pasteur, qui a berné notre enfance. Je me souviens encore dans mon village où il fallait aller travailler pour les maîtres et autres, teachers et autres. Finalement, c'est le professeur Dodi Komla Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, qui a interdit par une note du 1er avril 2021. Oui, non, je crois que nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par là. Les travaux champêtres, moi je me rappelle à l'époque, c'était un mercredi. Donc les mercredis, nous n'allions pas à l'école avec acquis. Là, on se met en bigarré, avec des roues et des coupes-coupes. C'est-à-dire pour aller au champ. Là, c'est mercredi. Chez nous, à l'époque, je me rappelle, mercredi, il n'y avait pas de cours. Donc, vous allez en bigarré et vous savez que c'est pour aller faire les champs. Les champs soit des enseignants, soit pour les enseignants, ou bien soit des champs qui sont achetés. Ouais. Des champs qui sont achetés auprès d'autres cultivateurs où vous allez, on donne l'argent à l'établissement et vers la fin de l'année, on organise des fêtes. C'est avec l'argent là qu'on organisait ça. Mais quand même, je pense que ça a pris d'ampleur, hein, d'autres aspects où pratiquement toute la semaine, que ce soit le soir, les élèves sont soumis à ces travaux champêtres. Et ça apporte un coup à la raison, à la raison même, hein, le bien-être de ces apprenants à l'école. Donc les travaux champêtres ont pris vraiment du coup, ont pris la longueur sur les activités scolaires. Donc ce qui peut avoir une incidence grave sur le niveau des élèves. Donc il y a certains enseignants qui pouvaient accepter être dans des villages. Parce que c'est fructueux dans les villages où à des champs où les gens peuvent s'acheter des champs, les gens peuvent acquérir des champs juste pour avoir des greniers de maïs, pour avoir des autres. Mais quelque part aussi, le ministre a fait de réchauffer un plat. C'est des plats qui existent déjà. Il y avait d'autres déjà qui avaient pris ces genres de décisions, mais qui ne sont pas allés au bout. D'application. C'est-à-dire la manière il faut appliquer ces décisions-là n'ont pas suivi. Et donc, mais aussi, il faut aussi avoir le courage de dire que cela ne doit pas occulter quand même un emploi du temps sur les travaux manuels. Il faut avoir les travaux manuels. Pourquoi ? Non, bien sûr. C'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Il a précisé dans le communiqué. C'est indispensable qu'il faut les travaux manuels. Parce que pendant les travaux manuels, on apprend à faire on peut apprendre à faire des paniers, à faire des balais, à faire d'autres choses qui peuvent intéresser, qui peuvent nous apporter un plus. Moi, je me rappelle qu'avec ça, les gens faisaient des paniers
Et c'est des paniers que les gens vendaient pour aller à l'école. C'est des balais que les gens vendaient pour aller à l'école. Et tout ça, il fallait aussi apprendre ça à l'école. Bon, donc, il faut quand même apprécier, il faut saluer quand même cette décision du ministre. Maintenant, il faut encadrer cela pour que les apprenants, les élèves aussi, puissent être bien outillés dans ces travaux manuels. Mais que ça ne sert pas de trucs aux enseignants pour pouvoir trop bénéficier, en profiter et laisser les élèves, à être hors de la raison même de leur présence à l'école. Il m'est revenu que certains enseignants et certains comités d'associations de parents, d'élèves et comités de gestion des ressources scolaires utilisent à des fins personnelles des élèves pour des travaux champêtres et autres corvées, ramassage de sable, de gravier, de bois, etc. Non seulement ces activités empiètent sur le temps des études des apprenants, mais elles les exposent également et surtout aux dangers de toutes sortes, souligne le communiqué. Dimas, on sait que le milieu des enseignants, franchement, ce milieu a des problèmes ces temps-ci, si je peux m'exprimer ainsi. Et avec ce communiqué, c'est un coup qui vient s'ajouter encore plus dur. C'est pas un coup. Qui vient s'ajouter au coup. Ce n'est même pas un coup. On est venu simplement recadrer les choses. Je pense qu'à un moment donné, les gens ont confondu, en tout cas certains ont confondu le droit d'être, en tout cas, d'être enseignant, ou bien le pouvoir de l'enseignant sur les élèves à leur, en tout cas à un pouvoir qui semble être un maître d'esclaves sur des esclaves. Le droit quand un maître sur les esclaves. Il y a deux aspects qu'il a soulignés. Le premier aspect, c'est que ça donne un coup dur à l'enseignement même. Alors, vous vous rappelez que la plupart des temps, quand des apprenants quittent nos milieux ruraux pour arriver à Lomé, parfois, en tout cas la plupart des temps, les dirigeants de cet établissement sont obligés de rétrograder l'enfant pour pouvoir lui donner un tout petit peu de niveau. Voilà. Alors, on vous dit qu'il est admis au CM1 au village, il arrive, on doit le retourner faire CE2. CE2. Ça veut dire que le niveau n'est pas ça. Le niveau n'est pas ça. Parce que quoi? Parce qu'ils ont passé tout leur temps à aller au champ. Oui, ils n'ont pas pu terminer le programme. Et on leur pose des questions, on est en train de tester leur niveau. Ils n'ont pas le niveau de faire CE2, ils n'ont pas le niveau de faire CM1 ou autre. Ça, c'est un. Mais donc, il a mentionné cela. Et de l'autre côté, il a dit que ça les expose à toutes sortes de dangers. Alors, ça me fait rappeler une cousine avec qui je faisais CEP2. On était de la même famille et donc on était très bien, très contents dans l'enfance. Elle s'appelle Aziza Menga Yawa. Je ne l'ai pas oubliée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 30 ans, CEP2. On était partis au champ d'un enseignant. Elle a été mordue par un serpent. Le serpent. Jusqu'à ce que nous cherchions nous, les enfants, qu'est-ce qu'on pouvait? On a pris peur. On l'a amenée. On l'a ramenée, elle autre, à la maison. Nous autres avions continué le chant. La peur dans l'âme. Parce que le serpent vient de mordre une camarade. On rentre au village. On nous apprend qu'elle est décédée. Suite à ça. Cette blessure. Cette morsure. Vous voyez? Et c'est cela le danger. C'est quelque chose qui m'a marqué fondamentalement jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait partie des dangers graves. Des fois, on vous dit d'aller ramasser le sable. Et je me rappelle, le sable s'est effondré. Sur des élèves. Sur des élèves. Il y a un de mes cousins qui est là. On est venu le sauver, mais l'autre est décédé. Vous voyez? Donc, les enfants sont exposés à de pareils dangers,
Ce n'est pas normal. Et moi, j'encourage vivement le ministre Kokoroko d'aller au bout jusqu'à faire appliquer ces décisions-là. C'est l'homme finalement des réformes. Hein, ah oui, il a toujours fait. Hein. Il n'est pas novice dedans. On a vu son coup de maître au niveau de l'université de Lomé, où c'est aujourd'hui que les gens pensent qu'on peut transformer ce campus à ce qu'il est actuellement comme cela. Alors qu'il y avait beaucoup de présidents et beaucoup de responsables qui ont pris en charge cette université. Mais quand Kokoroko est venu, on a vu que... Moi, je suis rentré là-bas, je suis complètement perdu. C'était pas comme cela quand nous, on était au campus. Vous voyez? Et donc, c'est pour un coup d'essai à tous les niveaux, c'est des coups de maître. Hein? Et on ne peut que voir des gens comme ça à côté de lui. C'est celle que vous pouvez voir, c'est Ingrid Awade. Hein, qui arrive dans un secteur et qui transforme systématiquement ce secteur. Vous avez vu ce qu'il fait avec la caisse. Tout est repositionné. Hein, il a fallu qu'elle passe par la DOSI pour que les gens sachent qu'il y avait un département comme cela. Il a fallu qu'il revienne au niveau des impôts, qu'elle passe plutôt par les impôts, que les gens sachent que, voilà, il y a un certain nombre de prouesses qu'on pouvait faire avec les recettes fiscales. Et donc, il y a aussi des gens comme ça qui sont là, qui sont des gens de réforme, des gens dynamiques, qui peuvent faire bouger les choses. Ce n'est pas des ministres dormants, comme ce qu'on voit dans plusieurs départements. Oui, pasteur. En tout cas, le ministre l'a dit, je demande aux directeurs régionaux, aux inspecteurs et aux chefs d'établissement de veiller au respect scrupuleux des dispositions de la présente note de service. Il faut que l'inspection soit plus active. Voilà. Je vois que l'inspection au niveau de l'école primaire est un tout petit peu dormante. Il faut la réveiller de façon à ce que les inspecteurs puissent bouger les choses et faire appliquer. Justement, j'allais vous poser cette question. On peut faire sortir un communiqué, hein, comme Dimas l'a dit, c'est une bonne chose. Vous oui, comme je souligner. Mais il faut veiller à cela. Il y avait déjà des communiqués allant dans ce sens. Mais ces communiqués se sont seulement limités à leur aspect, de discours, de parole, et puis finalement, 1 an, 2 ans après, c'est rentré dans les oubliettes. Mais seulement, avec Kokoroko, on sait quand même que, qu'on ne le veut pas, hein, comme il a pris, il va veiller, hein, il va veiller à l'application, et ce serait pour le bien de nous tous. Parce que les dangers auxquels les élèves sont confrontés, c'est grave. C'est très grave. Vous prenez par exemple, même avec le coupe-coupe, on peut se blesser. Oui, les gens sont blessés. Avec la roue. Ouais. Moi, je me rappelle quand vous allez au champ, des fois, quand vous prenez la roue peut vous blesser. Causer des plaies graves. Donc, hein. pour ces élèves-là, c'est des petits, hein, c'est des élèves le tétanos, hein. qui peuvent leur apporter qui peuvent empiétrer sur leur éducation, dans leur enseignement. Donc, c'est dit quand même que c'est une réforme qui doit aller jusqu'au bout. Nous sommes parfaitement d'accord. Parce que depuis là, on sent quand même que ça a pris de l'ampleur et ça empiètre, ça fait du mal, hein, au niveau, hein, ça n'améliore pas le niveau de ces élèves. Et c'est vrai quand même qu'il y a certains élèves qui sont brillants dans les villages. Quand vous les prenez, quand vous les amenez à Lomé, ils peuvent même damer le pion aux élèves de la ville. Mais il y a d'autres, quand ils viennent, il faut tester. Quand on teste leur niveau, on voit quand même que le niveau est tellement bas. Il ne peut pas aller à la classe supérieure. Même en classe inférieure, on sent quand même qu'ils ont encore des lacunes. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est dire que on ne peut que soutenir cette décision du ministre pour remettre les choses en ordre. Mais c'est des réformes qui sont des fois difficiles à apprécier par les enseignants. Les réformes font toujours mal. Hein. Oui, mais même au Bénin, les réformes font mal aussi au Bénin. Au Bénin, les réformes qui font le parrainage et autres, c'est des réformes. C'est pas ça les réformes. Donc, c'est dire que... Il a trouvé le temps pour vous tacler. Ce qu'on peut souhaiter aux enseignants, c'est d'accompagner ces réformes, sachant que les réformes sont dures, sont difficiles à accepter, mais ce qu'on peut demander au ministre aussi,
c'est de toujours associer les enseignants, les syndicats dans cette décision pour qu'il y ait équilibre, pour que les enseignants ne se sentent pas trop distancés par rapport au ministre, que c'est lui seul qui prend, il est resté au bureau. Est-ce qu'il sait que nous, on n'a pas, il y a certains enseignants qui n'arrivent peut-être pas à joindre les deux. C'est pas leur droit. D'exploiter les élèves, c'est pas leur droit. Non, c'est ça. C'est l'explication que les gens peuvent donner. Sachant quand même que c'est un abus, mais c'est avec ça que nous arrivons à avoir le maïs, nous arrivons à avoir ceci. Donc, si on ils ont le salaire. Si on le coupe. Même petit, c'est justement, salaire. Parlant de salaire. Ils n'ont qu'à utiliser. Même petit, c'est peut-être salaire. la petitesse du salaire qui cause aussi cela, Dimas. Oui. Quand on arrive à revoir les conditions. Je pense que les réformes ont permis quand même d'avancer un tout petit peu au niveau salarial. En ce qui concerne les enseignants, que ce soit les enseignants, les médecins, je ne dis pas qu'ils sont grassement payés. Je ne dis pas que ce qu'ils perçoivent, c'est ça qu'ils doivent percevoir, parce que je vois les enseignants fournissent beaucoup d'efforts. Et s'il y a encore d'autres opportunités, il faut que le gouvernement leur augmente le salaire. Et toujours. Ça, je peux militer pour ça. Mais ce n'est pas un droit pour eux d'exploiter nos élèves. Ce n'est pas une raison. Vous parlez d'exploitation aussi, quand on va, c'est vrai que les conséquences sont énormes, mais il y a des jeunes aussi qui sont formés à partir de cela. Ce n'est pas toutes les têtes qui vont à l'école. Qui vont à l'école. C'est pour ça qu'il y a les TM, les travaux manuels. Et là, c'est inscrit dans l'emploi du temps. Et on sait ce qu'on enseigne aux élèves. Pendant les travaux manuels. Et là, si au cours de ces travaux manuels, il y a eu un danger, il y a eu un problème, mais l'établissement prend en charge l'élève. Donc c'est dans l'application de l'emploi du temps. L'établissement a l'obligation de prendre en charge l'élève parce que c'est au cours de ça, en tout cas pour les premiers soins. Maintenant, si vous laissez cet enfant aller au champ d'un enseignant et qu'il est blessé là-bas, vous voulez qui peut le prendre en charge? L'enseignant, l'établissement ou les parents? Mais voilà. Et donc, il faut plutôt inscrire la chose dans le cadre de l'emploi du temps, de ce qui est pédagogiquement établi. Et là, le problème ne se pose pas. Mais exploiter nos enfants de façon à ce que ça entraîne, ça devienne des dangers et un handicap pour les enfants, c'est ce que le ministre ne veut pas. Et je suis parfaitement d'accord que cela soit. Je voudrais aussi évoquer le fait que je veux bien qu'on sorte ces élèves-là de ce cadre d'exploitation et d'esclavagisme, s'il faut l'appeler ainsi. Mais on ne peut pas aussi occulter le fait qu'on peut se servir de ces TM-là pour des leçons d'expérimentation. On dit comment faire le semis, par exemple. Le semis, c'est quoi? Donc, il faut aller sur le terrain. Comment il faut semer? Comment il faut faire ceci? Et là, c'est plus encadré. C'est plus encadré. Et puis, c'est pédagogique. C'est la pédagogie. Dans le champ qu'on appelle jardin scolaire. Oui. Pas dans le champ des enseignants. Pas dans le champ des enseignants. L'enseignant peut vouloir amener les enfants dans le champ pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Comment cultiver. Le jardin scolaire aussi. Comment cultiver. C'est vrai quand même que c'est le jardin scolaire qui sert à ça. Il faut parler de jardin, je suis d'accord qu'il faut parler de jardin scolaire. Et vous savez, vous prenez par exemple un établissement où tous les enseignants sont des enseignants volontaires. Tous les enseignants sont volontaires. Alors comment vous pensez que ces gens-là peuvent vivre? Ils n'ont rien. Est-ce qu'il y a un établissement comme ça où tous les enseignants sont des volontaires? Bon, peut-être quelques enseignants sont volontaires et d'autres sont des enseignants qui sont pris en charge par l'État. Et on sait que le gouvernement est en train de lutter pour cela. Bon, le gouvernement est en train de lutter pour ça. Et ça, ce qu'il faut encourager, parce qu'il y a certains enseignants qui vont se dire, l'état dans lequel nous nous retrouvons, si les élèves ne vont pas au champ, nous n'aurons absolument rien. Donc, et s'ils abandonnent, cas par cas, il faut trouver des solutions. Au même moment où nous parlons, on parle nous avons encore 2 minutes. Des élèves, il faut aussi parler des apprentis. Des apprentis. Des apprentis, quand vous allez chez votre patron, qui subissent la foudre des patrons et des patronnes. D'aller chercher de l'eau, d'aller laver les linges, d'aller même arranger des lits. En tout cas, les réformes sont en cours. Donc, le lit aussi. Le lit avec tous les risques possibles. Donc, je crois qu'il y a tout ça. Alors que les gens sont allés pour l'apprentissage.
Donc, l'artisanat, il est le ministre de l'artisanat. Ah bon, oui, je crois que oui, Kokoroko est aussi le ministre de l'artisanat. C'est pourquoi je dis les ressorts, donc, les réformes plutôt sont en train de... Il faut que le ministre aille maintenant aussi sur ce terrain. Pour les apprentis. Où nos sœurs, la plupart de nos sœurs, ce n'est pas seulement les sœurs, les garçons aussi, sont vraiment confrontés à ce genre de pratiques, vraiment qui ne leur permettent pas, 3 ans après, ils n'arrivent pas au bout à apprendre réellement ce pourquoi ils sont là. Donc ce domaine aussi est très important. Il faut que le ministre y aille aussi. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je vois souvent Samuel le faire l'exercice là, qui n'est pas facile. Vous êtes aussi Samuel. Vous êtes aussi Samuel. Merci. Voilà. Et Samuel qui remplace Samuel. Samuel, c'est le maestro. Samuel Naï. Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine. Merci, grand frère. Vous avez été formidable. Merci beaucoup. Merci, ça me va tout droit au cœur. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président de Mouvement Martin Luther King. Ça a été un plaisir. Merci. On va se retrouver la prochaine fois. Le mardi prochain. Allez, toujours avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes. Merci.